Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et nous recevons donc Guillaume Faury, le PDG d'Airbus. Bonjour Guillaume Faury, vous avez publié hier vos résultats annuels avec, c'est difficile de le dire comme ça, mais presque une bonne surprise, 1,1 milliard d'euros de pertes compte tenu du contexte, compte tenu de l'effondrement du marché aérien. On s'attendait à pire, vous aussi ? Quand on a vu la pandémie arriver au mois de mars, au mois d'avril, on avait effectivement des scénarios qui étaient beaucoup plus sombres que celui-là. On a énormément travaillé, on s'est beaucoup adapté pour limiter l'impact de la crise sur nous, sur nos clients, sur nos fournisseurs. Et effectivement, on pense qu'on est plutôt arrivé à gérer 2020 aussi bien que possible. Et pour nous, ce qui était très important, c'était la trésorerie, comme toujours dans ces situations-là. Et sur ce plan-là, on a bien terminé 2020 par rapport à ce que ça aurait pu être. Donc je dirais qu'on a limité la casse aussi bien qu'on pouvait dans l'environnement très difficile auquel on a été confronté en 2020. C'est vrai, quand on vous compare aussi à votre principal concurrent, Boeing, qui a perdu 12 milliards de dollars, certes pour des raisons différentes, pas seulement à cause de la pandémie et de l'effondrement du trafic aérien, on se dit qu'avec 1,1 milliard d'euros, vous avez limité les dégâts. En revanche, pour 2021, en termes de rythme de production et de livraison de commandes, vous ne voyez pas encore d'amélioration? Alors on a donné ce qui s'appelle une guidance au marché pour essayer de donner un petit peu d'indication dans un environnement très incertain. On a indiqué qu'on voulait livrer au moins le même niveau de nombre d'avions commerciaux que ce qu'on a fait en 2020, c'est-à-dire 566 avions. Et ça veut dire qu'on ne voit pas de fort retour de la croissance cette année, ou en tout cas pas avant la fin de l'année. On pense que 2022 devrait être beaucoup plus positif, mais le moment auquel tout ça va se décanter et on va voir les passagers pouvoir revoler et les compagnies aériennes aller beaucoup mieux est très incertain. On a un début d'année qui est plus difficile que ce qu'on pensait. On a des perspectives moyen-long terme qui sont vraiment en train de s'améliorer. Et 2021 est l'année au milieu de ces deux tendances contradictoires. Donc c'est pas facile de faire des prévisions en 2021. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que certaines compagnies aériennes, que certains aéroports, que IATA même? On a entendu le patron d'aéroport de Paris n'envisager un retour à un trafic normal, en tout cas en Europe, pas avant 2027 maintenant. C'est ce pessimisme qui s'aggrave quasiment de mois en mois. Vous le partagez ? La situation est très variable suivant les zones du monde et l'Europe est clairement la zone la plus impactée. Ce n'est pas que la pandémie est bien plus dure en Europe qu'elle est ailleurs, c'est que les mesures prises de façon assez décoordonnée d'ailleurs entre les gouvernements rendent le trafic aérien quasiment impossible. Les passagers n'ont pas de possibilité de voyager, de certitude, ils sont bloqués à la frontière ou avec des mesures qui les empêchent de voyager raisonnablement, et l'impact économique et la dévastation du paysage de l'aviation commerciale en Europe est vraiment très très sévère par rapport au reste du monde, et on voit des parties du monde qui reprogressent et qui vont beaucoup mieux, qui vont sortir de la crise probablement en ce milieu d'année, alors que sur l'Europe c'est prévu beaucoup plus long. Donc c'est vrai que la situation vue d'Europe est quand même particulièrement préoccupante. Maintenant, quand on regarde les prévisions de trafic pour revenir au niveau de 2019, on estime effectivement que ça sera entre 2023 et 2025, en prenant en compte le trafic régional et aussi le trafic longue distance international, qui lui va rester impacté probablement beaucoup plus longtemps avant que la situation soit revenue normale à peu près partout. Est-ce que ça change vos perspectives commerciales entre les différentes zones de la planète? Est-ce que finalement, encore plus qu'hier, votre marché, il est de plus en plus vers l'Asie? Et est-ce que vous allez du coup réorienter votre production vers certaines régions du monde? Alors l'essentiel de notre production de composants, elle est en Europe. Après, on achète dans le monde entier. On achète beaucoup aux États-Unis, on achète beaucoup en Europe, on achète de plus en plus en Asie. Et puis on produit donc les composants en Europe. Et après, on a des chaînes d'assemblage. Et on en a une en Chine, on en a deux en Amérique du Nord, et on en a beaucoup en Europe. Donc la production, elle est essentiellement en Europe et on exporte. Et c'est d'ailleurs pour ça, avec tous les emplois qu'on a en Europe et tous les clients qu'on a dans le reste du monde, qu'on est en particulier en France le premier exportateur, le secteur aérospatial, le premier exportateur de loin, et on va le rester et le redevenir probablement, certainement. Donc pas de changement de structure à long terme, mais de la croissance dans les zones en dehors d'Europe en ce qui concerne l'aviation elle-même. Alors justement, on va parler de production, donc ça veut dire pas de nouvelle usine en Chine, par exemple, pour répondre à la demande du marché chinois. En Europe, vous avez dû quand même annoncer un plan de restructuration, 15 000 emplois. Vous avez pour l'instant réussi, et à Saint-Nazaire et à Nantes, à éviter d'annoncer des licenciements secs. Est-ce que ce sera le cas à Toulouse ?
En Europe, on a un gros plan d'adaptation avec un volet social qui est lourd, beaucoup moins lourd que l'impact direct des pertes d'activité liées au Covid. On a réussi à amortir, mais on a quand même un plan assez large et il a un impact en France, il a un impact en Allemagne et dans les autres pays. On a réussi, je pense, avec beaucoup de travail, avec nos partenaires sociaux, je les remercie, c'était difficile, et les gouvernements, à trouver des solutions. Donc on s'approche de la fin du plan et on a bon espoir qu'on va y arriver. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, d'autres mauvaises nouvelles sur le marché qui vont nous obliger à recommencer. Ça manque de visibilité, mais à ce stade, on est plutôt en train d'exécuter la partie précédente. Vous avez dit au début de votre intervention, pas de nouvelles activités en Chine. Bon, on a mis en place une chaîne d'assemblage de l'A220 aux États-Unis il y a un an. On a commencé à livrer les premiers avions l'année dernière et on va continuer à augmenter notre internationalisation. Ce ne sera pas au détriment de ce qu'on fait en Europe, mais on veut continuer à croître, à grandir, et en particulier dans les autres zones très importantes que sont les Amériques et la Chine. Je reviens quand même sur ce que vous m'avez dit sur la production et l'évolution des effectifs. Vous dites que si la situation ne s'aggrave pas, s'il n'y a pas de nouvelles mauvaises nouvelles, on devrait tenir et avoir un plan de départ volontaire également à Toulouse, jouer avec les plans de chômage partiels à long terme et donc à réussir à ne pas contraindre des départs forcés. Alors, tout le monde veut me faire dire, et je le comprends, qu'il n'y aura pas de départ forcé. C'est évidemment l'objectif qu'on s'est donné. Il y a eu beaucoup de travail. Moi, tant qu'on n'est pas au bout de l'histoire, je reste prudent. C'est l'objectif qu'on s'est donné. On s'en rapproche très sérieusement. Il nous reste encore un petit peu de travail. Effectivement, les plans ont été fermés à Nantes et Saint-Nazaire. Ce n'est pas encore le cas à Toulouse, donc il y a encore du travail. On est au boulot, tout le monde est au boulot et on va continuer à travailler dans cet objectif-là. On jugera du résultat quand on aura terminé. Alors vous avez encore un carnet de commandes qui est relativement bien rempli, même si le rythme de production s'est un petit peu ralenti, mais bon, 7000 avions en carnet de commandes. Est-ce que vous craignez les annulations? Est-ce que vous avez peur de la fragilité de certains de vos clients, certaines compagnies aériennes? Les compagnies sont très endommagées, il faut dire les choses comme elles sont, par la crise du Covid. Alors c'est assez variable suivant les zones, suivant le type d'activité, le type de ligne qu'elles servent. Enfin, la situation est en général très dure pour elles. On a été assez positivement surpris par la solidité du carnet de commandes en 2020 et très peu d'annulations par rapport à ce qu'on craignait. En revanche, énormément de décalage, de report de livraison, et donc le trou d'air dans lequel on est en ce moment. C'est difficile de dire à quoi 2021 va vraiment ressembler, parce qu'on voit beaucoup plus de compagnies aériennes en réelle difficulté, avec des risques pour leur survie, et ça aura potentiellement un impact sur notre carnet de commandes. On pense que ça va rester quand même relativement limité et gérable, comme ça l'a été en 2020, mais on va rester les yeux ouverts et attentifs en fonction de l'évolution de la situation. Si vos clients décalent leurs commandes, est-ce que vous avez un risque de vous retrouver avec des stocks importants sur les bras, si je puis dire? On essaie d'éviter cette situation. On a réussi à l'éviter en 2020. C'est pour ça qu'on a beaucoup réduit notre production très très tôt dans la crise pour éviter de produire des stocks énormes qui coûtent beaucoup d'argent et qui en sont ensuite des risques par rapport à la possibilité de livrer. Donc, je dirais en 2020, on a plutôt bien géré cette situation et on veut continuer à gérer le mieux possible en 2021. Donc, on va rester très attentif à adapter correctement la production aux livraisons avec la meilleure lecture possible du marché et des livraisons des 12-24 mois qui viennent. En termes de produits, on voit que les activités d'Airbus sont maintenant bien équilibrées entre Airbus, les avions civils, les hélicoptères et le secteur de la défense et de l'espace, notamment en termes de contribution et d'EBITDA. C'est une assurance pour vous aussi d'amortir en partie cette crise du marché civil. Le marché militaire se porte plutôt relativement bien. Vous avez pas mal de projets sur la table. Les cycles ne sont pas du tout les mêmes entre le civil et le militaire. C'est pour ça qu'on aime bien, et aussi pour d'autres raisons, la complémentarité entre ces différentes activités qui impliquent des technologies très similaires, des savoir-faire en termes de conduite de programme, de gestion de la complexité, le fait d'aller en l'air aussi pour tous nos produits. Donc il y a une bonne complémentarité et en effet, en 2020, les succès et la réussite de Airbus Defence and Space, notre branche espace et défense, et Airbus Hélico ont été très importants
pour jouer, je dis un petit peu ça comme ça, mais le rôle de stabilisateur de la quille sur un bateau dans la tempête. Ils ont été très très importants et les équipes de ces deux divisions ont fait un boulot remarquable et qui a beaucoup stabilisé Airbus en 2020. Donc on va continuer à attacher de l'importance à ces activités et avec beaucoup de beaux projets, en particulier européens, mais pas seulement, à venir devant nous. Donc il faut qu'on réussisse à les mettre bien sur les rails. Alors notamment, je ne sais pas s'il faut le mettre sur les rails, mais dans les airs, l'avion de combat prochaine génération européen, le SCAF, on voit qu'il y a des problèmes pour s'entendre entre notamment français et allemands. Est-ce que vous y croyez à cet avion de combat européen ou est-ce que comme d'habitude on aura deux avions en compétition au sein même de l'Europe? C'est tout l'enjeu des discussions actuelles et des travaux qu'il y a à mener. Aujourd'hui, il y a deux projets qui sont en perspective pour le futur. Il y a le FCAS avec les Allemands, les Français, les Espagnols. Et effectivement, un certain nombre de défis à relever pour trouver le bon compromis et la bonne participation de tout le monde à bord de ce très très gros projet. Et puis il y a un projet qui s'appelle Tempest avec les Britanniques, les Italiens et potentiellement les Suédois. Donc de toute façon, on est encore loin d'arriver à avoir un seul programme, mais j'espère au moins que le projet sur lequel on travaille depuis 3 ans et auquel moi je crois personnellement très très fort ainsi que mes équipes, qui est le FCAS, qui est le projet allemand, français, espagnol, on va y arriver. On fait tout pour y arriver et ça serait vraiment très très regrettable qu'on ne franchisse pas les étapes les unes après les autres, après tout le travail qui a été déjà fait et vu les enjeux qui sont devant nous. Donc c'est pas sans risque, mais c'est ça aussi la beauté des grands programmes de coopération, c'est qu'il faut se mettre d'accord à des moments importants. Il y a une réunion à huis clos, je crois, mercredi soir sur ce projet, ça s'est bien passé? Des réunions, il y en a depuis 3 ans. Non, mais je crois à très haut niveau, gouvernemental notamment. Le processus est en cours. Bon, le processus est en cours. Oui, ça a été lancé sur les fonds baptismaux par la chancelière Angela Merkel et le président Macron, avec une vraie vision pour l'Europe et pour l'avenir. Donc j'espère qu'on va tous arriver ensemble à les aider à faire de cette vision un succès. Ça me paraît très important. On va voler encore un peu plus haut. On a tous suivi les exploits du robot Persévérance. Dedans, il y a un peu d'équipement quand même, Airbus. Est-ce qu'on ne peut pas regretter qu'il n'y en ait pas davantage? Est-ce que dans la course, la nouvelle course à l'espace que se livrent les Chinois, les Américains et dans une moindre mesure les Européens, est-ce qu'on est encore dans la course? Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, comme eux, avoir des projets de colonisation de la Lune et dans 20 ou 30 ans de Mars? Les Chinois et les Américains, c'est un fait, investissent beaucoup plus d'argent qu'on ne le fait en Europe. On a pourtant une industrie qui est compétitive, qui est parmi les plus compétitives du monde. Il faut faire attention parce que les choses vont très très vite. C'est un domaine qui bouge à grande vitesse. Et on appelle vraiment, nous aussi, mais comme beaucoup d'autres, l'Europe à avoir des projets ambitieux. Je pense que c'est ce qu'elle essaye de faire en ce moment. Il y a des projets de constellation, probablement pas encore à la hauteur des Américains sur tout ce qui est aller sur la Lune, aller sur Mars, l'exploration spatiale longue distance. Mais on le fait avec des sondes, on le fait avec des vols inhabités. On participe à des programmes internationaux. Donc il y a sûrement encore beaucoup plus à faire, mais il y a déjà tellement de défis sur ce qui est plus accessible. Je pense que dans l'espace, il faut organiser la filière en Europe pour qu'elle soit vraiment sur le long terme capable de se battre à armes égales avec les géants américains et la Chine qui monte en puissance très très vite et où il y a beaucoup de technologie aussi. Un dernier mot sur cette guerre qui dure depuis des décennies entre Airbus et Boeing. Pas seulement une guerre commerciale, mais une guerre d'État, une guerre gouvernementale. On le voit avec les taxes qui sont infligées de part et d'autre de l'Atlantique, qui ont des effets, des dommages collatéraux sur d'autres secteurs de l'économie. Vous avez bon espoir là qu'avec la nouvelle administration américaine, les choses se retombent un peu? Il y a des espoirs. Ils sont liés aussi au fait que depuis la fin de l'année dernière, après la décision de l'Organisation mondiale du commerce vis-à-vis de l'Europe, et donnant à l'Europe la possibilité de mettre des taxes également sur les produits américains, on a maintenant une situation où il y a des taxes dans les deux sens et où en fait tout le monde est perdant. Ouais. Donc à partir du moment où on est dans cette situation, il faut faire quelque chose. Et donc de ce point de vue-là, je suis optimiste que le bon sens va l'emporter. On pense qu'il faut qu'il y ait une suspension des tarifs pour donner du temps à la négociation et arriver à une négociation. Maintenant, si on doit rester dans cette situation, c'est pénalisant pour tout le monde. On pense vraiment que c'est contre-productif. Et ça fait maintenant, nous, Airbus, 15 mois qu'on vit comme ça, avec beaucoup de contraintes. On espère qu'elles vont être levées. Voilà où on en est. Une toute dernière question, Guillaume Faury, le passeport vaccinal, vous êtes pour ou contre? Ça permettrait peut-être de redonner un peu d'espoir à ce secteur et d'enlever l'appréhension à voler des passagers?
J'ai pas de réponse à cette question aujourd'hui, parce que c'est un peu digital, êtes-vous pour, êtes-vous contre, et en fait il y a encore beaucoup de complexité derrière ce que ça voudrait dire. Il n'y en a pas aujourd'hui de passeport vaccinal, alors qu'il y a beaucoup de maladies et de choses qui circulent dans le monde. Il y en a un pour la fièvre jaune. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a un passeport dans certains cas pour la fièvre jaune, mais là un passeport global, c'est une idée. Je ne suis pas capable de donner une réponse aujourd'hui. Il y a beaucoup de complexité liée à ça, à la fois dans le temps, dans l'espace et sur le long terme. Donc on réserve notre avis, on est en train de travailler dessus, on étudie et c'est une des options possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut réouvrir le trafic aérien le plus rapidement possible avec un certain nombre de possibilités, dont les testings qui n'ont pas été assez utilisés de notre point de vue. Et puis la vaccination va amener une immunité de groupe à un moment donné. À partir du moment où on l'aura, on pense que le passeport vaccinal n'est pas forcément la panacée. Donc après, dans la zone intermédiaire, comment ça se positionne, on n'a pas encore fait notre jugement sur ce point pour le moment. Merci beaucoup Guillaume Faury, PDG d'Airbus, d'avoir été ce matin l'invité de Good Morning Business.